Et donc ensuite, on a le plaisir d'accueillir le professeur Xavier Girard, qui je connais bien depuis longtemps, grand spécialiste de l'hypertension artérielle et qui vient nous parler justement de est-ce qu'il y a des nouveautés, des changements, de quelque chose qui bouge dans le traitement de l'hypertension artérielle chez les patients âgés. Merci. Merci beaucoup pour votre invitation. Et alors, c'est très très bien que je vous parle juste après de l'exposé du professeur Sanson. Peut-être là, vous avez comme idée que la seule cause d'accident vasculaire cérébral chez le sujet âgé, c'est l'arythmie complète par fibrillation auriculaire. La réponse est non. La cause principale, c'est l'hypertension artérielle. Donc déjà, j'ai placé le problème. Si vous voulez éviter que nos vieux fassent des accidents vasculaires cérébraux, les jeunes aussi d'ailleurs, traitez leur hypertension. Voilà. Donc, je pourrais m'arrêter là. Tu es d'accord, finalement? Tu reviens, mais tu m'avais dit que tu te tirais. Donc, tu es d'accord, Yves? Bon, ben, Yves est d'accord. Alors, maintenant, l'hypertension du sujet âgé, elle a quand même des spécificités. Et dans le quart d'heure qui m'est donné, j'aimerais attirer votre attention sur 3 points particuliers qui sont des points de modernité. Parce qu'on ne soigne plus l'hypertension du sujet âgé aujourd'hui, en 2014, comme dans les années 90. Le premier point, c'est que quand vous avez un sujet de plus de 70 ans face à vous en consultation et qu'il a une élévation des chiffres tensionnels, sachez que vous devez vous intéresser à la systolique et que cette systolique, c'est elle qui fait le pronostic. La pression artérielle diastolique chez le sujet âgé, ça n'a aucune importance. Je suis franco, ça n'a aucune importance. Si la pression diastolique est élevée d'ailleurs, posez-vous la question, on a un problème de technique de mesure. Si la diastolique est très basse, auscultez le cœur, il peut y avoir une insuffisance aortique. Mais pour le reste, c'est la systolique qui fait tout. La difficulté supplémentaire, c'est que quand on s'intéresse à la systolique, c'est beaucoup plus difficile de contrôler une systolique que de contrôler une diastolique. Donc on a en fait cette particularité, c'est que chez ces sujets âgés, par comparaison aux sujets plus jeunes, cette diapositive qui est très ancienne, qui est celle que je mets dans mon cours de sémiologie, la pression artérielle, sa définition, c'est une systolique supérieure à 140 ou une diastolique supérieure à 90. Mais vous le savez, dans les années 70, 80, Michel Safar, mon maître à Brousset, a exhumé de la physiologie un paramètre très intéressant à prendre en compte chez le sujet âgé, qui est la pression pulsée. La pression pulsée, tout médecin devrait être capable de la calculer, puisque c'est une soustraction entre la systolique et la diastolique. Si vous faites ce petit effort de calculer la pression pulsée chez le patient que vous avez en face de vous, si cette pression pulsée est supérieure à 60, vous avez la cause de l'hypertension artérielle. L'hypertension est présente chez un patient dont la systolique est supérieure à 60 parce que son système artériel a perdu de sa propriété intrinsèque qui est très importante pour qu'un système fonctionnel soit efficace, c'est-à-dire la souplesse des artères. Quand vous perdez la souplesse des artères, la fameuse compliance artérielle, vous élevez votre systolique, vous baissez votre diastolique. Ce qui nous conduit tous ici, si nous avons la chance de vieillir et que l'on fait partie des vieillisseurs, je ne sais pas comment on dit, des vieillards normaux, nous devons avoir malheureusement une élévation de la systolique, une baisse de la diastolique. Il n'y a que 10 à 15% des sujets âgés qui auront, pour des raisons inconnues, l'absence de ce vieillissement vasculaire qui conduiront à ce qu'on n'observe pas chez eux une hypertension artérielle. Mais notre destin à tous, c'est d'être demain des hypertendus. Si on ne l'est pas déjà aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres causes à l'hypertension, quand on est un sujet jeune, on a plutôt une systolique élevée, une diastolique élevée. C'est ce que les concierges des années 70 appelaient « docteur, ma tension est pincée ». Vous voyez, il y avait un pincement entre la systolique et la diastolique. C'est la traduction de la maladie artérielle des petites artères. Les résistances artérielles sont anormales dans l'hypertension artérielle avant l'âge de 50 ans, dans l'hypertension familiale, dans l'hypertension associée au surpoids. On a une forme avec systolique et diastolique élevée. Dans l'hypertension associée à la perte de compliance artérielle, qui est la caractéristique du vieillissement, on a cette hypertension typiquement systolique isolée. Et vous le savez, dans les années 90, on a eu un résultat capital. L'étude Sister avait mis en évidence que traiter les patients avec une systolique isolée élevée permettait de diminuer les complications cardiovasculaires. Donc, c'était l'entrée dans
le grand bal, il y a un bénéfice, même quand on a les artères vieillies, de traiter l'hypertension artérielle. Alors, ce bénéfice à traiter l'hypertension artérielle des sujets les plus âgés, c'est clairement passé dans les pratiques médicales des pays les plus développés. Prenons la France, les publications, les chiffres officiels de la République française concernant le traitement de l'hypertension artérielle selon les tranches d'âge. Vous le voyez, c'est en rose. Plus vous vieillissez, plus vous avez une forte probabilité d'être traité par des médicaments antihypertenseurs. Vous le voyez entre 65 et 74 ans dans cette étude ENNS, qui sont les chiffres officiels de la République française. Ça date un peu, c'est 2006-2007. 47% de la population était traitée par un antihypertenseur. Alors, il y a une caractéristique sur ce schéma qui est importante à prendre en compte, c'est que plus vous êtes jeune, moins vous avez de chances d'être traité pour l'hypertension. Plus vous êtes vieux, plus vous avez de chances d'être traité pour l'hypertension. Mais regardez, plus vous êtes jeune, plus vous avez une chance d'être contrôlé par le traitement antihypertenseur. Alors que plus vous êtes vieux, moins vous avez de chance d'être contrôlé par le traitement antihypertenseur. On voit bien là une des difficultés qui est cette hypertension est très fréquente, mais difficile à prendre en charge. Difficile à prendre en charge, ce d'autant que quand on est âgé, on a plus de signes associés de maladies cardiovasculaires déclarées. Regardez ici, dans la tranche des plus de 75 ans comparée à ceux de plus de 45 ans, là aussi, chiffre officiel de la République française, on voit que la maladie coronaire est déclarée chez un hypertendu âgé de plus de 75 ans sur 4 avec une maladie coronaire, insuffisance cardiaque, 13% des patients, troubles du rythme, 8% des patients, alors que l'accident vasculaire cérébral, eh bien, dans ces tranches d'âge, il est assez peu fréquent, parce que les patients sont traités, ils sont protégés de l'accident vasculaire cérébral, mais malheureusement, le traitement ne permet pas une prévention optimale du trouble du rythme, de l'insuffisance cardiaque et de la maladie coronaire. Il faut faire d'autres choses pour prévenir ces complications chez l'hypertendu âgé. Donc l'hypertendu âgé, c'est un hypertendu difficile à traiter et qui a en plus très souvent des pathologies cardiovasculaires déjà déclarées. En un mot, il est en prévention secondaire beaucoup plus souvent qu'un hypertendu jeune. Alors deuxième notion très importante. Alors là, j'aimerais, il n'y a qu'une seule diapositive, mais j'aimerais vraiment que votre pratique demain de professionnel de santé en hôpital ou en dehors de l'hôpital puisse tenir compte de cette réalité. La mesure de la pression artérielle chez le sujet âgé, elle est beaucoup plus incertaine en qualité que chez le sujet plus jeune. On a des multiples travaux. Ici, je vous montre un travail qui avait été fait en Italie et qui montre, chaque fois que vous avez un point, c'est un patient qui a eu une MAPA et une mesure à la consultation hospitalière dans les bonnes consultations avec des mesures automatisées. Et qu'est-ce qu'on voit? Plus vous êtes âgé, plus vous vous trompez de façon parfois majeure, vous le voyez, 20 à 40 mm de mercure de différence entre la pression mesurée en dehors du cabinet médical et dans une consultation hospitalière. Donc ça veut dire que globalement, après 70 ans, on se trompe une fois sur deux sur la réalité du niveau tensionnel des patients. Qu'est-ce qu'on doit donc faire pour essayer de diminuer cette erreur inadmissible? C'est incroyable de se dire qu'une fois sur deux, on dit n'importe quoi en mesurant la pression artérielle d'un sujet âgé. On doit, numéro 1, utiliser des appareils électroniques. Tous les appareils auscultatoires doivent être clairement foutus à la poubelle. Dans les services, j'en appelle à tous les cadres qui sont peut-être là, jetez vos appareils auscultatoires. C'est vraiment la médecine d'hier. La médecine d'aujourd'hui, c'est d'avoir des appareils électroniques. Tous ces appareils marchent beaucoup mieux que l'oreille du médecin. Beaucoup mieux que les yeux de la jeune infirmière qui fait son tour et qui mesure la pression artérielle de ses vieux. Alors, il y a des appareils plus ou moins sophistiqués. Globalement, c'est tous les mêmes. C'est construit par le même constructeur. Il y a 2 usines en Chine qui fabriquent tous les appareils de mesure de la planète entière. Donc, c'est pas la peine de s'exciter à choisir les marques. Quoi qu'il en soit, si vous utilisez ces appareils-là, utilisez-les de telle sorte de pouvoir utiliser leur potentiel. Un de leurs potentiels, c'est qu'ils peuvent faire la mesure tout seuls. L'appareil de droite, qui est un appareil professionnel, vous appuyez sur le bouton bleu et il va déclencher 3 mesures consécutives. Donc, ces 3 mesures consécutives, elles sont importantes parce qu'il est beaucoup plus intéressant de sortir, de laisser l'appareil se dérouler 2-3 fois. On dit classiquement, parce que ça a été démontré, qu'il faut au moins 4 mesures pour pouvoir avoir une bonne évaluation de la pression artérielle au repos. 4 mesures séparées de 2 minutes, donc vous le voyez, en 8 minutes, vous savez
pertinemment quel est le niveau tensionnel du patient si vous avez un appareillage adapté. Donc il faut avoir des appareillages adaptés. Et puis la question pour les patients qui sont en dehors de la consultation de l'hôpital, eh bien on doit leur proposer aujourd'hui, parce que c'est la recommandation, de réaliser ce que l'on appelle le relevé d'automesure, qui consiste à dire aux gens de mesurer leur pression artérielle le matin au petit déjeuner, le soir avant de se coucher, 3 fois de suite pour essayer d'éviter la mesure unique qui est chez le patient âgé toujours plus élevée que la 2e ou la 3e mesure, de faire cela 3 jours de suite pour avoir une moyenne d'au moins 12 chiffres. Si vous avez 12 chiffres, vous avez la même information que si vous en avez 1000. C'est magique, c'est arithmétique, donc il faut 12 mesures. On demande aux gens d'en avoir 18 pour essayer d'en avoir au moins 12 quand on leur demande d'en avoir 18. C'est ça derrière le relevé d'automesure. Ce relevé d'automesure, vous le savez, les valeurs qui sont celles qui définissent l'hypertension non traitée 135-85 et celle de l'hypertension traitée non contrôlée 135-85. Alors, troisième point, le bénéfice du traitement. Chez le sujet âgé, je vous ai dit tout à l'heure en introduction qu'il était démontré, et la question est, est-ce qu'il y a plus ou moins de bénéfices à traiter un hypertendu âgé qu'à traiter un hypertendu jeune? On a cette réponse depuis 2008, où dans cette étude qui a été faite par les trialists, c'est-à-dire des médecins qui ont pris tous les essais thérapeutiques réalisés sur la planète et qui permettent de comparer les sujets de moins de 65 ans aux sujets de plus de 65 ans. Vous voyez que les deux courbes ont exactement la même pente et la même droite de régression. On sait aujourd'hui qu'il y a exactement le même bénéfice en termes de prévention, que vous soyez vieux ou que vous soyez jeune. Ce bénéfice, on le quantifie, 10 mm de mercure, 40% d'AVC en moins, 22% de maladies coronaires en moins. Voilà. Et 25% de maladies de type insuffisance cardiaque en moins. Donc ces chiffres-là, ils sont aujourd'hui fixés dans le marbre. Aucun essai thérapeutique, même s'il y a 1 million de patients, ne changera cette réalité-là. On va mourir avec ce résultat-là. Ce résultat, il est là pour nous convaincre qu'il faut traiter l'hypertension. Alors, traiter l'hypertension du sujet âgé, est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a des nouveautés? En 2013, le monde de l'hypertension a vu une année très prolixe en recommandations. Tous les pays du monde ont fait leurs recommandations. Les premiers à tirer, ça a été les Français, grâce à son président très dynamique à l'époque de la Société d'hypertension, c'était moi, merci beaucoup. Et donc, je voulais être le premier à sortir la recommandation. Et donc, on a fait une recommandation qui, par rapport aux autres recommandations, a un petit intérêt, je dirais, par rapport aux autres. C'est que la recommandation française, je vous pousserai à la lire tout à l'heure, elle se lit très vite, c'est une page. Et c'est surtout un parcours de soins. Un parcours de soins pour les patients hypertendus, alors que les autres recommandations, c'est plus des guidelines ou alors des recommandations basées sur les essais thérapeutiques, evidence-based medicine, pour les recommandations nord-américaines, et elles ont des limites, en fait, ces recommandations-là. Alors, j'aimerais juste attirer votre attention sur la recommandation européenne. Là, je vous ai entouré quelques éléments de la recommandation, les recommandations modernes. Vous voyez, classe 1, ça veut dire qu'on a une très grande preuve pour pouvoir dire cela. Concernant les objectifs à atteindre. Les objectifs à atteindre chez l'hypertendu âgé, c'est d'avoir une pression artérielle entre 140 et 150. Je ne vais pas passer beaucoup de temps pour vous démontrer cela. Le travail a été fait par tous ces experts qui sont d'accord pour cela. Donc, ce n'est pas moins de 140, ce n'est pas uniquement moins de 150, c'est entre 140 et 150. Parce qu'il faut quand même s'adapter aux patients que l'on prend en charge. Quelqu'un de très fragile, à l'évidence, très vieux, vous n'allez pas vous forcer à lui mettre la pression artérielle à moins de 140. En revanche, un patient qui est un sujet âgé encore tout à fait dynamique, il a beau être très âgé sur sa carte d'identité, mettez-le à l'objectif d'avoir une pression artérielle aussi proche possible d'un sujet de moins de 65 ans qui aurait le même type de pronostic cardiovasculaire. La deuxième chose concernant le choix des traitements. Est-ce qu'il y a des modifications dans ce choix des traitements? Les recommandations, il y a une dizaine d'années, disaient il faut traiter les hypertendus âgés avec des diurétiques ou des antagonistes calciques. Eh bien, c'est fini. Regardez ici le dernier élément, le dernier carré, vous voyez, classe A, level A, c'est-à-dire très haut niveau de preuve. On ne peut pas faire plus niveau de preuve. Tous les agents antihypertenseurs sont recommandés chez le sujet âgé. Tous. Donc, il est fini de dire uniquement les diurétiques et les antagonistes calciques. Tout ça, c'est basé sur les essais thérapeutiques. Alors, il est quand même dit, si l'hypertendu a une forme d'hypertension isolée sur la systolique,
les essais thérapeutiques sont assez contributifs pour dire que les diurétiques et les antagonistes calciques marchent mieux chez ces patients-là en termes de contrôle tensionnel et donc de prévention cardiovasculaire. Alors la recommandation française, je ne résiste pas à vous la montrer, elle tient en une page et 15 recommandations, 15 lignes qui sont là pour, vous voyez, vous indiquer avant de débuter le traitement, les 6 premiers mois du traitement et le plan de soins à long terme. Alors est-ce qu'il y a une petite place pour les sujets âgés? Oui, vous le voyez ici, le point numéro 5 du plan de soins à long terme où on disait après 80 ans. Il y a peut-être une spécificité du patient très âgé. Après 80 ans, il y a toujours la preuve qu'il y a intérêt à traiter l'hypertension artérielle, mais il faut probablement faire attention dans l'objectif, ce n'est pas le 140 mais plutôt le 150, objectif modulé, et puis il faut faire quand même attention à la iatrogénie induite par le maniement des antihypertenseurs. On peut tout donner à tout le monde, mais il faut limiter nos ambitions à 3 médicaments antihypertenseurs après 80 ans, parce que au-delà de 3, si on n'y arrive pas, on n'aura que les ennuis des traitements et finalement pas beaucoup d'avantages à faire de multithérapie. Donc là, il y a une spécificité du sujet très âgé dans le maniement. Alors j'aimerais terminer, j'ai plus que 2 diapos, pour pouvoir quand même vous donner quelques mots-clés concernant les traitements de l'hypertension. Quelles sont les recommandations aujourd'hui ? Parce que les stratégies thérapeutiques, depuis 40 ans, on en a eu des tas différentes. Est-ce qu'on doit commencer par un médicament, 2 médicaments, doubler les doses? Est-ce qu'on doit doubler la dose de la monothérapie avant de mettre des bithérapies? Voilà en tout cas la recommandation française. On a pris des choix, des options, ce qu'ont n'ont pas fait les Américains. Les Américains, ils disent « faites ce que vous voulez ». Ah, mais ce n'est pas vraiment une recommandation, faire ce qu'on veut. Donc moi, je suis un peu plus dirigiste. Je vous propose une recette de cuisine. Pour débuter le traitement, monothérapie pour tous les patients. On débute par une monothérapie. Et cette monothérapie, on va en tester l'efficacité sur 4 semaines. Et au bout de 4 semaines, on réévalue le niveau tensionnel. Si le niveau tensionnel n'est pas contrôlé, on va donner une bithérapie à tous les patients. Et on va plutôt choisir une combinaison fixe, parce que vous le savez, on a maintenant depuis 25 ans la possibilité d'avoir IEC diurétique, ARA2 diurétique, ARA2 calcique, des moyens très efficaces, très bien tolérés de traiter l'hypertension artérielle, même l'hypertension artérielle des sujets âgés. Il y a quelques petites précautions à avoir, et ces petites précautions, elles sont dans les recommandations françaises, ou peut-être quelques petites précautions dans le choix des traitements. Par exemple, vous voyez, chez le sujet âgé, les bêta-bloquants sont moins efficaces que les autres classes pour prévenir les AVC. Cette petite phrase, elle est issue des essais thérapeutiques de morbimortalité. Donc on peut bien évidemment prescrire des bêta-bloquants chez le sujet âgé. Souvent, il y a des indications, d'ailleurs, spécifiques cardiologiques. Mais s'il n'y a qu'un seul médicament à prescrire, il ne faut probablement pas donner de bêta-bloquants, en particulier chez le sujet âgé, parce qu'il se trouve que ça prévient moins bien les AVC que toutes les autres familles thérapeutiques. Ça vaut le coup d'être noté. Il y a un deuxième critère, qui est un critère très nouveau, très moderne, qui s'appelle la persistance des traitements. La persistance des traitements, c'est un élément qui intéresse beaucoup les médico-économistes. La persistance d'un traitement, ça consiste à dire, quand vous débutez un traitement par un médicament, dans toutes les maladies chroniques qui aujourd'hui nous occupent, l'hypertension, le diabète, le traitement des dyslipidémies, les maladies pulmonaires, vous devez faire attention à ce que ce traitement puisse être suivi et régulièrement pris par le patient. Sachez que tous les antihypertenseurs n'ont pas les mêmes propriétés vis-à-vis de cette persistance. Dans la persistance, il y a un peu observance des traitements, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et que les mieux, c'est les bloqueurs du système rénine-angiotensine, les ARA2 et les IEC. Et les moins bien, c'est les diurétiques et les bêta-bloquants. Donc, une raison de plus pour prescrire plutôt les médicaments modernes, les ARA2 et les IEC, pour pouvoir débuter un traitement antihypertenseur. Alors, comme je sens que c'est presque fini et qu'il faut que je m'arrête, j'aimerais juste, vis-à-vis des IEC et des ARA2, vous rappeler une petite chose. Est-ce que les IEC et les ARA2, c'est la même chose? Les autorités de santé, l'HAS, disent « Ah non, non, c'est la même chose. Les IEC, c'est même mieux, parce que c'est moins cher. » C'est un argument comme un autre, mais maintenant, vous savez, tous les médicaments antihypertenseurs sont génériqués. Donc, leur coût est vraiment très modeste. En revanche, vis-à-vis de la tolérance des traitements, c'est pas du tout la même chose. Vous connaissez l'effet indésirable fréquent, mais pas grave, qui est la toux sous IEC. La toux sous IEC, c'est le sujet âgé, c'est comme chez le sujet jeune. Mais il y a un deuxième effet indésirable qui est beaucoup plus rare, mais beaucoup plus grave, qui est celui-là.
voyez, quand un patient tout d'un coup se met à avoir la lèvre qui gonfle ou la langue qui gonfle, parfois même il a du mal à respirer, ça s'appelle l'angioœdème. Et cet angioœdème, on a sur des données récentes nord-américaines des informations qui font un peu froid dans le dos. L'angioœdème sous IEC, c'est 4,4 pour 1000 patients traités. C'est pas négligeable, hein. 4 pour 1000. Alors, dans une patientèle de patients de médecins, on ne suit pas 1000 patients. Mais c'est en tout cas 3 fois plus fréquent que sous ARA2. Donc sachez que quand vous choisissez entre IEC et ARA2, pensez quand même que si vous prescrivez un IEC, il y a 3 fois plus de risques qu'il fasse un angioœdème, le patient que vous avez en face de vous, d'autant plus s'il est black, s'il est fumeur. On multiplie le risque d'angioœdème dans ces populations-là. Voilà. Alors, je vais terminer par cette diapo-là. Juste, mais qu'est-ce qu'on fait après la bithérapie? Mais après la bithérapie, la recommandation, elle est de dire jouez avec les dosages des bithérapies. Vous avez un diurétique plus un ARA2, donnez le diurétique à la dose de 25 mg. Vous aviez choisi plutôt l'antagoniste calcique avec l'IEC, doublez le dosage de l'antagoniste calcique avant de passer à la trithérapie. La trithérapie recommandée, c'est celle-là, un bloqueur du système rénine-angiotensine, un diurétique et un antagoniste calcique. Donc vous voyez qu'il y a une individualisation très importante à faire chez les patients avant le passage à la trithérapie. Si on utilise cette stratégie-là, on arrive à contrôler la majorité des patients hypertendus, même les hypertendus âgés. J'ai été trop long, mais je vous remercie pour votre attention quand même. Merci. Avez-vous des questions ou un commentaire par rapport au traitement de l'hypertension du sujet âgé? Oui, on a une question. Vous nous avez dit que les objectifs pour les personnes âgées peuvent aller au niveau systolique jusqu'à 150. Est-ce qu'il y a une particularité pour le sujet âgé diabétique qui a au stade d'évolution de macroangiopathie? Alors, effectivement, j'ai omis en vous présentant cette diapositive sur les objectifs la première ligne. La première ligne, c'était et le diabétique. Est-ce que l'objectif de 130-80, qui était l'objectif des recommandations des années de 2005, est toujours celle des recommandations des années 2013? La réponse est non. Nous avons des essais thérapeutiques qui ont été entrepris spécifiquement pour répondre à cette question. Et on sait que chez le diabétique, quel que soit son âge, l'objectif c'est 140-90 maintenant. Voilà, donc on remonte un peu l'objectif parce que mettre la pression artérielle plus basse, c'est difficile et c'est souvent accompagné d'effets indésirables et on n'en tire pas de bénéfice. Donc quand vous avez tout ça dans un essai thérapeutique, vous changez les objectifs. Donc c'est quelque chose qui a changé. L'objectif pour tout le monde, même les diabétiques, Madame Hartmann est là, j'espère qu'elle ne me contredira pas, est d'essayer d'atteindre 140-90. Vous nous avez parlé, de l'intérêt des appareils automatisés et de l'absence de blouse blanche pour fausser la mesure. Quid du brassard, des tailles de brassard à adapter éventuellement? Oui, alors je vais tout de suite répondre à cette question. C'est très important. Quand vous utilisez un appareil à mesure oscillométrique, toutes les règles, les bonnes règles de mesure, brassard adapté à la taille du bras, position assise, calme et repos, ne pas avoir fumé dans la demi-heure précédant la mesure tensionnelle, reste à appliquer. Alors il y a un élément particulier aux appareils électroniques, c'est quand l'appareil se met sur le poignet. La difficulté des appareils de poignet, c'est que la position de la main, la position du bras vont influencer la valeur de la mesure tensionnelle. Si vous mettez le bras le long du corps, la pression est plus élevée. Si vous mettez le bras sur l'épaule, la pression est plus basse. Si vous fermez fort le poignet, ça peut changer. Si vous mettez l'appareil de poignet du mauvais côté, la pression artérielle va être plus haute. En un mot, les appareils de poignet sont plus difficiles à utiliser pour le patient et pour les professionnels de santé que l'appareil de bras. C'est pour cela que, personnellement, j'utilise toujours et je conseille toujours l'appareil de bras avec le brassard sur le bras, adapté à la taille du bras, mais pas l'appareil de poignet qui est réellement plus difficile à utiliser par le patient. Bonjour, est-ce qu'il y a une place pour l'association IEC-ARA2, notamment chez l'insuffisant rénal et le diabétique peut-être? Oui, très bien. Alors, je suis passé un petit peu plus vite sur cette diapositive que je vous avais sélectionnée. Aujourd'hui, et depuis 2 ans maintenant, on sait qu'il n'y a plus de place, 0 place, pas de place, pas plus, pas de place pour IEC-ARA2. Ça a été un rêve
pharmacologiques. On a pensé que c'était mieux pour les patients. Ils n'en tirent aucun bénéfice et ils ont plus d'effets indésirables, en particulier rénaux. Alors, y a-t-il encore des indications très spécifiques réservées à certaines pathologies néphrologiques? Oui, mais ce n'est pas du tout de notre indication de pouvoir donner le double blocage IECRA2. C'est niette. Il nous reste à remercier Xavier Girard de son brillant exposé.